Avec l'A7S III, j'avais bien compris là où Sony voulait en venir, quel était le concept du boîtier, mais avec l'Alpha 1, j'avoue que j'ai un petit peu plus de mal et on va en parler dans cette vidéo. On a suivi hier ensemble l'annonce sur ma chaîne Twitch, n'hésitez pas à m'y rejoindre pour de futurs lives photos et vidéos. Et ma première réaction à chaud quand j'ai vu l'annonce était assez basique, elle était un petit peu, je pense, comme celle d'un peu tout le monde. J'étais très enthousiaste à l'idée de voir ce nouveau boîtier sur le marché, très polyvalent en photo et en vidéo. Mais on dit toujours qu'une bonne nuit de sommeil permet d'y voir un petit peu plus clair, et j'ai bien dormi. Enfin, j'y ai beaucoup réfléchi pendant cette nuit, au final j'ai pas beaucoup dormi, mais à froid, j'ai un petit peu changé d'avis. J'ai donc vous exposé dans cette vidéo les deux principales raisons qui me font douter de l'Alpha 1 et pourquoi Sony me déçoit un petit peu avec cette annonce. Quand j'ai vu l'annonce, j'étais, je pense, comme beaucoup d'entre vous, je me suis dit « Ah bah chouette, je vais enfin pouvoir remplacer mon boîtier photo et mon boîtier vidéo par un seul boîtier qui va faire les deux, comme je l'ai fait à l'époque avec l'A7 III, qui était très bon en photo et très bon en vidéo. Il l'est toujours, mais voilà, il est un petit peu passé pour mon besoin. » Actuellement, j'utilise effectivement l'A7 III en photo et je n'utilise pas l'A7S III en photo puisqu'il n'a que 12 millions de pixels, peu de définition, et voilà, l'arrivée d'un nouveau boîtier ultra polyvalent comme ça, c'était forcément quelque chose, dans l'idée, en théorie, plutôt positif pour moi. Et en plus, si je revends mon A7 III et mon A7S III, eh bien je pourrais potentiellement m'acheter l'Alpha 1 qui coûte 7200 €. Donc si vous avez attendu et que vous n'avez pas acheté l'A7S III en attendant que Sony vous propose un boîtier plus polyvalent, enfin meilleur que l'A7S III en photo avec plus de définition, eh ben il y a quand même 3000 € de différence et c'est pas anodin. Allez, on attaque par le premier point qui me pose un petit peu problème. Comme je vous le disais en intro, pour l'A7S III, j'avais compris l'idée, là où Sony voulait en venir. On a un boîtier qui n'a qu'un seul compromis, c'est la définition. On a 12 millions de pixels, donc on n'est pas ultra performant en photo. En tout cas, on est en deçà des attentes des photographes professionnels et notamment de mes attentes en termes de photo, puisque je suis habitué à avoir en général au moins 20 millions de pixels en photo, 24 sur l'A7 III par exemple. Mais ce compromis, c'est le meilleur que pouvait faire Sony sur l'A7S III, puisque ça permet au boîtier d'avoir de grands photosites, d'être très bon en basse luminosité, d'avoir aussi de la 4K Ultra HD native, donc sans binding, on en reparlera tout à l'heure, et donc d'avoir un boîtier vraiment typé axé vidéo. Je vais rien vous apprendre à ce niveau-là. Sur l'A7 III, on a un capteur 24 millions de pixels, donc de la 6K, et le boîtier va nous délivrer de la 4K Ultra HD, donc 12 millions de pixels en plein format, grâce à un procédé qu'on appelle le downscaling. Pour faire simple et vulgariser au maximum, l'image 6K du boîtier est réduite pour donner une image 4K. Alors que sur l'A7S III, on a 12 millions de pixels de photosites de façon native sur le pixel, donc on n'a pas besoin d'y toucher pour obtenir une image finale 4K Ultra HD. Une autre technique souvent utilisée, notamment sur le capteur IMX 586 de Sony qui équipe beaucoup de smartphones et aussi le DJI Mavic Air 2, je vous en parlais dans une vidéo sur ce drone-là, c'est ce qu'on appelle le pixel binding. Pour faire simple, là aussi, c'est la combinaison de 4 photosites en un seul pour optimiser la surface de sensibilité de chaque pixel final de l'image. Donc cette technique permet notamment d'optimiser la sensibilité. Par contre, vous allez forcément diviser votre définition par 4. Vous partez par exemple d'un capteur 48 millions de pixels pour arriver à seulement 12 millions de pixels, mais je vous rappelle que de la 4K, c'est seulement 12 millions de pixels, pas plus. Alors peut-être que certains d'entre vous me diront, et c'est pas totalement faux, que plus on a de pixels, mieux c'est. Alors oui, dans une certaine mesure, et non dans l'autre, puisque plus on a de pixels sur une même surface, plus les pixels, les photosites, devront être petits pour entrer sur cette même surface. Sur un A7 III, on a 24 millions de pixels, sur un Alpha 1 on en a 50 maintenant, sur une même surface, donc forcément les photosites de l'Alpha 1 vont être de fait plus petits. Et plus les photosites sont petits, plus ils auront du mal à avoir un bon rendement avec la lumière disponible. Alors c'est vrai, on sait que Sony, grâce à sa gamme R, sait très bien combiner à la fois des grandes définitions avec une très bonne sensibilité en basse luminosité. C'est vrai, c'est le cas, un A7R3, un A7R2, un A7R4 sont des boîtiers avec de très grandes définitions et sont aussi très bons en basse luminosité. Mais je pense qu'il est quand même intéressant de pousser la réflexion un petit peu plus loin, d'être objectif. L'Alpha 1 ne pourra pas, dans la théorie,
être aussi bon que la 7S III en basse luminosité. Et la 8K, alors la 8K en 16 neuvième, c'est 7680 pixels par 4320 pixels, ce qui nous donne un petit peu plus de 33 mégapixels. Et Sony nous annonce avoir un capteur de 50 millions de pixels, plein format, et proposer de la 8K sans crop, donc en plein format. Ce qui veut dire qu'on a là aussi un gros gap de différence entre les 33 millions de pixels nécessaires pour obtenir une image 8K et les 50 millions de pixels natifs du capteur. Donc il y a forcément un processus là aussi de downscaling lorsque vous filmez en 8K sur l'Alpha 1. Alors vous avez quand même des avantages à faire du downscaling, il y en a plusieurs. Déjà, vous allez avoir plus de détails. Typiquement, si vous faites le test chez vous, si vous filmez de façon native en 4K et que vous downscalez en Full HD, vous aurez plus de détails dans votre image Full HD que si vous filmez de façon native en Full HD. Ensuite, vous aurez potentiellement un bruit moins visible et vous aurez potentiellement aussi moins d'artefacts dans votre image. Donc ça, ce sont des faits, c'est vrai. Et je ne doute pas en la capacité de Sony de nous proposer un downscaling de très bonne qualité, étant donné qu'ils le font déjà sur d'autres boîtiers et que ça fonctionne bien. Notamment sur la 7 III, j'ai pu tester ça en préparant cette vidéo, ça fonctionne très bien le downscaling 6K vers 4K. Par contre, il y a autre chose qui me perturbe. Le sous-échantillonnage annoncé, donc le taux de compression annoncé de l'image en 8K sur l'Alpha 1 est en 4.2.0. Alors je suis pas expert en 8K, je filme jamais en 8K, mais je pense que c'est vraiment limite pour ce type de définition, sachant que lorsque vous compressez en 4.2.0, vous ne gardez que 25% des couleurs qui ont été captées par votre capteur. De plus, il semblerait que la 8K proposée sur l'Alpha 1 ne soit pas proposée en All Intra, mais seulement en Long Op, pour réduire la taille des fichiers et éviter que le boîtier surchauffe de trop, je pense. C'est plutôt logique, c'est plutôt cohérent, mais là aussi, c'est peut-être un petit peu dommage pour une telle définition. Alors la 8K, à mon sens, c'est très utile notamment pour réaliser des trackings. On va avoir besoin de beaucoup de définitions, beaucoup de détails pour faire des trackings précis ou aussi potentiellement pour utiliser un fond vert, un fond bleu. On va apprécier comme ça avoir énormément d'informations dans son image, notamment je pense aux cheveux, aux poils, pour pouvoir facilement supprimer un fond vert, un fond bleu pour le remplacer donc par un arrière-plan. Par contre, si on a une compression en 4.2.0 comme sur l'Alpha 1 et qu'on ne garde donc que 25% des couleurs, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué d'être précis. Donc sur l'Alpha 1, on a de la 8K, c'est bien, c'est un bel effet d'annonce, mais au rabais je trouve, et est-ce que c'était vraiment utile ? Alors l'Alpha 1, ce n'est pas que de la 8K, j'ai bien conscience que c'est sans doute surtout un effet d'annonce, c'est principalement aussi de la 4K Ultra HD, mais est-ce qu'on est vraiment sur l'équivalent de la 7S III à ce niveau-là? J'en suis pas sûr. On l'a vu un petit peu plus tôt, on a des photosites qui vont forcément être plus petits que sur la 7S III, donc théoriquement on va être moins bon en termes de basse luminosité, par contre on va gagner en détail, mais n'oubliez pas, on vient de le voir, on va partir d'un capteur qui fait 50 millions de pixels, qu'on va downscaler pour obtenir 12 millions de pixels pour avoir une image en 4K Ultra HD. Et faire du pixel binding ou du downscaling comme ici, ça nécessite pas mal de ressources en fait, donc ça va forcément faire davantage chauffer le boîtier et ça va aussi davantage user la batterie. Alors quand je vois la quantité d'informations que le boîtier va devoir ingurgiter et traiter en même temps lorsqu'il va filmer par exemple en All Intra, en Ultra HD, en 4K Ultra HD, All Intra à 120 images par seconde par exemple, il va devoir déjà gérer toute cette information de base que gère déjà la 7S III, mais il va en plus devoir gérer le downscale de 50 millions de pixels. Et j'ai un petit peu peur que l'Alpha 1 surchauffe, non pas juste en 8K, mais également en 4K Ultra HD, et ça, ce serait très problématique. Alors je peux totalement me tromper, j'ai pas testé le boîtier, je demande qu'à le tester, peut-être dans les semaines, les mois qui viennent, on verra si Sony me contacte pour me proposer un prêt, mais voilà, je voulais partager un petit peu cette réflexion avec vous, voir un petit peu ce que vous en pensez, et puis j'ai pas fini. En fait, la vraie question que je me pose, c'est pourquoi Sony a donné en fait potentiellement le bâton pour se faire battre comme Canon l'a fait en 2020 en sortant le Canon R5 qui n'était pas du tout au point, qui surchauffait. On a vu fleurir énormément d'articles sur ce Canon R5. J'ai un petit peu peur que ça arrive à Sony et je trouve ça un petit peu dommage de la part de Sony de jouer avec la 8K alors qu'eux-mêmes semblent dire et admettre qu'elle n'est pas tout à fait au point, 4.2.0, pas de All Intra et surtout une limitation au maximum du maximum à 30 minutes d'enregistrement et sans doute beaucoup moins pour un petit peu préserver les 7200 € qu'on mettra dans le boîtier. Alors le vrai argument en faveur de la 8K à mon sens c'est le même que pour la 4K il y a quelques années, c'est tout simplement de miser sur l'avenir et quand on achète un boîtier 7200 €, c'est la moindre des choses en fait de miser sur l'avenir, je pense que c'est même primordial. Et clairement je pense que ça va de soi, l'Alpha 1 ne sera pas remplacé par un Alpha 1 Mark II dans les 3 ans qui viennent et d'ici 3-4 ans la 8K aura vraiment pris je pense une place importante dans notre environnement même pour les particuliers comme aujourd'hui la 4K est devenue le nouveau standard.
Le deuxième point que je voulais aborder avec vous est plus simple, plus rationnel, je vous rassure, on arrive en fin de vidéo, ça va aller un petit peu plus vite et ça sera moins technique. En fait, en 2020, on a eu 3 principales annonces de boîtiers chez Sony, d'ailleurs je crois qu'on en a eu que 3. On a eu le ZV1, le boîtier vlog en mai il me semble, on a eu l'A7S III, donc le boîtier vraiment vidéo en juillet, et l'A7C, un boîtier plus abordable en septembre. Alors je sais pas si vous voyez où je veux en venir, peut-être pas, attention, maintenant vous voyez. Voilà. Je comprends pas ce retour en arrière sur l'Alpha 1. Est-ce que Sony avait un stock d'écran à écouler? Est-ce que c'est pour segmenter la gamme? Je comprends pas en fait. On était vraiment bien parti avec le ZV1, l'écran se retournait, ok super. Ensuite l'A7S III, yes, l'écran se retourne en mode selfie, c'était miraculeux. L'A7C, enfin on confirme cette volonté de Sony. Et là sur l'Alpha 1, non, on retourne sur l'ancien écran Sony qui ne se retourne pas en mode selfie. Je ne comprends pas. Et détrompez-vous, un écran qui se retourne en mode selfie, ça sert pas juste à se filmer, à vlogger. On va pas acheter, théoriquement je pense, un boîtier à 7200 € juste pour faire des selfies. Non, ça va vraiment servir à plein d'autres choses. Et avec l'expérience que j'ai maintenant sur l'A7S III, depuis plusieurs mois, je peux vous confirmer que ça me sert énormément dans plein de situations qui auraient été un petit peu plus complexes à cadrer avec l'écran de l'A7 III. Et dès que je retourne sur l'A7 III, eh ben je sens que vraiment il y a une grosse différence et que ça me manque. Bon, c'est tout pour ce deuxième point, je pense que voilà, tout le monde y a pensé, tout le monde a tiqué là-dessus. On va passer à la conclusion. Alors vous l'aurez compris, j'aurais préféré un boîtier plus modéré dans la même lignée que l'A7S III, en fait un boîtier qui essaie pas de tout faire. Et finalement, après mon enthousiasme d'hier, à chaud, je me dis que peut-être ce qui me conviendrait le mieux encore, c'est de rester sur 2 boîtiers, un dédié à la vidéo, un dédié à la photo, l'A7S III en vidéo qui fait à la perfection sans compromis ce qu'on lui demande en vidéo, et peut-être un boîtier avec une vraie philosophie derrière, peut-être moins technique en photo, mais qui voilà, m'épanouit davantage qu'un boîtier qui sait tout faire avec 30 images par seconde à 50 mégapixels. J'en ai pas forcément l'utilité, et est-ce que c'est pas plus épanouissant pour moi, en tout cas personnellement, de ressortir finalement mon argentique et d'essayer juste de capturer un instant au bon moment, de prendre le temps au lieu de shooter 30 images par seconde. Très honnêtement, l'annonce d'hier me donne qu'une envie, reprendre mes boîtiers argentiques et puis avancer sur l'aménagement de mon labo argentique dont je vous parlerai bientôt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne demande qu'à lire vos remarques dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette annonce? Qu'est-ce que vous pensez de ma réflexion, de mes réflexions autour de ce boîtier? Est-ce qu'il vous hype? Est-ce qu'il vous fait de l'œil? Est-ce qu'il vous fait saliver? Après une bonne nuit, est-ce qu'il vous fait toujours autant saliver? Expliquez-moi tout dans les commentaires, et puis je serai donc ravi de lire un petit peu ce que vous avez à me dire. À très bientôt les créateurs, restez créatifs en 2021, n'oubliez pas de me rejoindre sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter, partout, sur Facebook, l'atelier des créateurs, etc., etc. À très bientôt, ciao!